Je suis content de vous retrouver après quelques mois d'interruption de Michel Midi. La cause, c'est celle-ci, c'est le livre Ukraine, la guerre des images, sur lequel certains d'entre vous le savent déjà depuis depuis un an, plus d'un an. On travaille à fond avec toute une équipe que je remercie beaucoup. Et justement, la communication que je voulais vous faire aujourd'hui, c'était pour vous annoncer qu'on va enfin pouvoir débattre sur la guerre en Ukraine, parce qu'avec l'équipe Investigation que je remercie, on a organisé une série de débats à Bruxelles et à Paris. À Bruxelles demain, à Paris le 13, à Charleroi, à Liège, à Genève, et on va bientôt revenir sur tout ça. Mais l'imprévu dont je vous parlais, la surprise, c'est que le débat de Bruxelles demain, apparemment, va être interdit. Donc, je viens d'avoir une longue conversation avec le directeur du centre où on avait réservé la salle et signé un contrat. Et j'entends des choses, qu'il y aurait des protestations sur les réseaux sociaux, que le conseil d'administration ne serait pas d'accord que ce débat ait lieu. Bien. L'affiche qu'on avait préparée pour le débat de Bruxelles, elle était prémonitoire, le débat interdit. Parce que, bon, on avait constaté que à la télévision, dans les grands médias, il n'y avait pas de débat contradictoire. Il fallait être d'accord avec les États-Unis et l'OTAN, et après on pouvait discuter sur les détails, mais un autre point de vue, non. Et donc, on tient beaucoup à vous rencontrer en direct pour pouvoir expliquer l'enquête qu'on a faite sur la manipulation des images. Et cette enquête, ces débats, l'objectif, c'est de imposer le débat pour arriver au plus vite à la paix et à arrêter cette guerre. C'est la tradition d'investigation. Et donc, c'est très très grave en fait ce qui se passe, parce que on a déjà eu des médias qui ont été interdits de façon illégale par la communauté européenne qui n'a pas cette compétence en plus. Et la seule raison invoquée, c'est qu'ils faisaient de la propagande. Bien, ça veut dire que les méchants font de la propagande, nous on n'en fait pas. Si on commence à examiner comment les médias occidentaux ont couvert la guerre en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie, et ce que fait Israël, ben, il n'y aura pas beaucoup de médias qui vont rester ouverts. Donc, le principe de la liberté d'expression, c'est que justement, le public a le droit d'entendre tout le monde et de se faire son opinion. Mais apparemment, pour une série de gens, non. Alors voilà, j'ai demandé au directeur du centre culturel de l'Espace Mag à Bruxelles de pouvoir le rencontrer en urgence cet après-midi pour trouver une solution. Je comprends très bien qu'il y a des gens qui peuvent être choqués quand on dise il faut arrêter la guerre, il faut essayer de comprendre ses causes, il faut étudier les manipulations. Je signale qu'en fait, nous avons demandé des débats contradictoires à tout ça, sur toutes ces questions. Nous avons invité Ursula von der Leyen, Charles Michel, Jens Stoltenberg et aussi Paul Magnette en Belgique, le président du Parti socialiste, en disant voilà, les gens veulent entendre tous les points de vue et se faire leur opinion. Vous savez qu'il y a beaucoup de méfiance vis-à-vis des médias, donc la seule manière d'en sortir, c'est justement d'organiser la confrontation des opinions et de permettre à chacun de justement comprendre. Alors, dans la préface du livre, j'avais inséré une interview de Jacques Attali. Vous savez, c'est l'ancien conseiller de François Mitterrand, un homme qui passe beaucoup dans les médias, qui passe pour un sage. Et dans une interview au soir, il disait « il ne faut jamais accepter de ne pas comprendre ». Très bien, magnifique. Il disait que le système éducatif était catastrophique et qu'il fallait
proposé un nouveau modèle où, je cite, « on apprendrait et on transmettrait tout au long de sa vie ». Magnifique, je signe. Malheureusement, dans l'interview après, c'était un peu moins bien. Le journaliste qui est le responsable du service forum des opinions libres, enfin plus ou moins dans le soir, lui pose une question. Le savoir est presque en accès libre sur Internet, mais le problème, c'est la qualité, la fiabilité de ce qui est transmis. Bien, il ne pose pas la question de savoir si les médias dominants, mainstream, ont toujours été fiables, ok. Mais la réponse de Attali, là, elle est carrément ahurissante. J'insiste beaucoup sur la nécessité de lutter contre les fausses nouvelles. C'est un élément essentiel dans lequel tous ceux qui savent ont un rôle de combat permanent. Donc, là, il se met dans le rôle de celui qui sait. Il vient de dire qu'on devait tout le temps apprendre et ne jamais accepter de ne pas comprendre, mais là, lui, il sait, les autres, non. Et le pire, c'est, je ne comprends pas pourquoi une grande université n'a pas déjà créé un département de contrôle. Un département de contrôle. La question est sur base de quoi on va contrôler et décider. Et donc, le rêve d'Attali, voilà en fin de la phrase, une application qui me dise en quelques secondes c'est vrai, c'est faux. Alors ça, c'est extrêmement grave. C'est un rêve pour Attali, c'est un cauchemar pour tous les citoyens parce que Attali, évidemment, il est toujours d'accord avec les guerres des États-Unis, il est toujours d'accord avec la France-Afrique, il est toujours d'accord avec Israël quand on massacre les Palestiniens. Donc on comprend quelque part que lui, il n'a pas envie de perdre du temps à lire des opinions qui ne l'intéressent pas. Mais les gens ne sont pas comme ça et les gens, au contraire, ont envie justement du débat de ce qui est inscrit dans la Constitution, dans les conventions européennes des droits de l'homme. Et donc, ce qu'on a constaté en faisant notre enquête, qui est résumée dans ce livre, c'est que justement, il y a eu énormément de manipulation des images, que ce n'est pas tellement simple de s'y retrouver. C'est une enquête qu'on a menée avec toute une équipe que je remercie, Pauline, Daniel, José, Roland, toute une série d'autres encore qui nous ont aidés. Ça a été vraiment un gros travail. Et là, on arrive à débusquer des manipulations, beaucoup, vraiment importantes. Je vais donner 2-3 exemples. On arrive à se repérer des invraisemblances. Parfois, on doit tout simplement dire, on ne sait pas, il y a 2 versions, il y a des éléments pour et contre. Et déjà, dire je ne sais pas, c'est quelque chose qui est, à mon avis, un premier réflexe salutaire. Mais on a constaté effectivement beaucoup de désinformation dans les images. Je vais vous donner un exemple. Ça, c'est paru dans Métro, en France, en Belgique, en Suisse. Je cite, « Mercredi soir, Vladimir Poutine a décidé d'envahir l'Ukraine à la grande stupeur du monde entier. Les Ukrainiens ont fui le pays par centaines de milliers, ce qui a donné lieu à des scènes déchirantes. Un père a été filmé en train de dire adieu à sa fille sans savoir quand il allait la retrouver. » Et donc, évidemment, quand moi et vous, on voit des images pareilles, on est bouleversés. Ça ne devrait pas arriver, des choses comme ça. Les enfants devraient être protégés, la guerre devrait être supprimée. Mais on vérifie l'info. Et premièrement, ce n'est pas une image du 24 février, le jour où la Russie démarre la guerre en Ukraine. C'est une image du 21 février, 3 jours avant. Ah bon, et c'est qui alors? En fait, ce papa qu'on voit là n'est pas un soldat de Zelensky qui défend son pays contre la Russie, c'est le contraire. C'est un papa du Donbass, la région de l'est de l'Ukraine, qui met sa femme et sa fille à l'abri. Lui, il reste là et il défend sa ville, il défend le Donbass. Contre qui? Contre les troupes de Zelensky qui, depuis 10 jours, bombardent énormément et ont tué énormément de civils, d'enfants comme la sienne. Là. Et donc, c'est tout à fait le contraire, cette histoire. Tout à fait le contraire. Et Métro ne va jamais rectifier, ne va jamais s'excuser. Et bien entendu, là, on a créé un inconscient que, voilà, Poutine fait du tort aux enfants. Ça ne justifie pas, de ma part, la manière dont Poutine est intervenu. Et ça ne justifie pas la guerre, mais ça pose la question de quelles sont les causes, et on va y venir dans un instant, mais très très brièvement.
De même, on nous montre le lendemain des images extrêmement spectaculaires en vidéo d'un blindé qui écrase une voiture. On se dit, ça y est, il est massacré. Finalement, non. Le type, par miracle, le conducteur, il échappe, il n'a rien. Et donc, dans les médias, c'est voilà, les terribles images d'un véhicule militaire blindé volé par des Russes qui écrase volontairement une voiture et son conducteur près de Kiev. Là, nous avons fait l'enquête, nous avons vérifié, ben non, c'est pas ça, c'est un blindé ukrainien et il n'a pas écrasé volontairement la voiture, mais dans un mouvement de panique, il a fait un grand virage et c'est un accident. Et donc, quand on comprend l'image, parce qu'il va finalement y avoir des rectifications sur les réseaux sociaux, là, on n'en parle plus du tout, il n'y a aucune correction. On nous montre aussi, vous savez, le fameux coup de l'île aux serpents, là, où on dit, voilà, des gardes-côtes, des gardes frontières qui surveillaient l'île aux serpents, se sont fait massacrer parce qu'ils ont refusé de se rendre aux Russes. Et ils ont dit, avant de se faire tuer, « Go fuck yourself » au navire russe. Et voilà, c'est tellement spectaculaire que Zelensky en fait un timbre, que dans toutes les manifs, on voit ça. Ben, on a fait l'enquête et en réalité, les 12 gardes-côtes, il y en a même beaucoup plus en fait, sont sains et saufs. Ils ont été faits prisonniers, ils ont été bien traités, ils ont reçu à manger, à boire, ils ont rassuré leur famille. Et donc, c'était complètement fou. On a d'autres images. Vous avez tous vu cette maman, cette future maman qui va accoucher là dans un jour ou deux, qui évacue une maternité de Mariupol où il y a eu des explosions. Et l'image circule partout. Johnson dit c'est immoral de cibler les personnes vulnérables et sans défense. Toute la presse dit voilà, les Russes, ils ont attaqué vraiment une maternité. Alors nous, on a fait une enquête, on a retrouvé cette femme, je l'ai interrogée dans vidéo, c'est dans le bouquin, et elle dit exactement le contraire de ce qui se passe, et elle l'accuse au contraire les Ukrainiens d'être responsables de ça. C'est une affaire à élucider, mais c'est juste pour vous montrer qu'il faut énormément de prudence, et dans l'affaire de Boutcha, où nous avons eu des titres énormes partout, nous avons mené une enquête, nous avons constaté que les Russes sont partis à une telle date. Ensuite, le maire de la ville dit c'est un jour magnifique, on est libéré, la ville est de nouveau libre, etc. Il fait une vidéo, il est très réjoui. Et d'autres médias officiels ukrainiens disent voilà, la ville est libérée, etc. On ne nous montre pas des cadavres. Il y a même des officiels de la garde nationale ukrainienne qui disent, qui montrent les rues dans les vidéos, il n'y a pas de cadavres. Et puis tout d'un coup, on voit plein de cadavres 2 jours après. Et parmi les cadavres, on voit des gens qui portent un brassard blanc, c'est-à-dire qui sont pro-russes ou pas hostilo-russes, qui vont dans la rue, qui demandent à être protégés, et qui ont même reçu des rations alimentaires des Russes pendant qu'ils occupaient la ville. On voit des rations à côté des cadavres, et donc on doit se poser la question pourquoi les Russes auraient tué les gens à qui ils venaient donner de la nourriture. Donc voilà, une manière de montrer qu'il faut aller au-delà des images, et d'une part, quand les Ukrainiens bombardent le Donbass comme ils font depuis 8 ans, et qu'il y a un massacre à Donetsk, donc une ville russophone en majorité, une ville résistante au régime de Zelensky. Là, on a des journaux comme celui-ci qui essayent de faire croire que c'est à Kiev, que ce sont les Russes. Et quand on apprend que c'est pas du tout ça, ils refusent de corriger. On a ici, dans la fameuse métallurgie d'Azovstal à Mariupol, une femme qui est évacuée au moment où la bataille est terminée. Elle fait un témoignage, une vidéo à l'agence Reuters, qui la diffuse, et elle dit voilà, on est bien content d'être libérés parce que les gens d'Azovstal, les milices de l'armée ukrainienne, nous empêchaient de sortir, voulaient nous garder comme bouclier humain pour se protéger des combats, ce qui est évidemment interdit par les conventions sur la guerre, etc. Et donc ça passe dans l'agence Reuters, ça passe dans un journal allemand Der Spiegel, et tout de suite après, le lendemain, Der Spiegel le supprime. Elle ne donne plus la parole à cette femme. On montre juste sa photo en train de fumer une cigarette de détente.
et les autres journaux vont absolument pas en parler, donc elle n'aura jamais la parole. Voilà. Il y a énormément d'exemples que je pourrais vous donner, mais la grande question maintenant, excusez-moi, la fin d'un rhume, la grande question maintenant c'est est-ce qu'on va avoir le droit de parler de ça? Est-ce qu'on va avoir le droit de montrer aux gens les manipulations des images, les causes de la guerre, les dangers pour d'autres prochaines guerres, les dangers pour le social aussi, parce que les Français ont réclamé dans des manifestations magnifiques que je salue, ils ont réclamé la protection de leur retraite. Macron dit il me manque 10 milliards pour les retraites, donc il faut vous serrer la ceinture. Oui, je ne montre pas l'exemple. Et ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il va maintenant passer un budget militaire supplémentaire de 410 milliards pour l'armée, pour des armements. On va faire qu'aggraver les problèmes avec ça. Donc, on doit absolument débattre de ça. On doit faire le lien entre le quotidien des gens, les factures qu'on n'arrive pas à payer et la désinformation sur la guerre en Ukraine. On doit faire le lien avec les médias mensonges de la guerre en Irak, les armes de destruction massive, sur la guerre en Libye, sur la Yougoslavie. C'est chaque fois les mêmes principes de la propagande de guerre. Et donc, on doit pouvoir débattre. Et en fait, je regarde vos messages. Merci pour votre soutien. On doit pouvoir imposer le débat. Donc, le titre que j'avais donné à cette émission Ensemble, imposons le débat, il est vraiment de plus en plus actuel. Je vais vous demander votre aide. Premièrement, venez et amenez le plus possible de gens. Demain à Bruxelles, j'espère qu'on arrivera à un accord avec la direction pour rétablir le débat. J'ai invité mes contradicteurs et je leur ai dit on aura un temps de parole, on va débattre respectueusement, j'espère qu'on va trouver une solution. Il y a un grand débat à Paris, donc ça c'est rue de Patay dans le 13e. C'est une salle, on a déjà fait un débat sur les Gilets jaunes il y a 4 ans, je crois. Et là, nous aurons Jean-Yves Gallas du mouvement pour la paix français, nous aurons l'économiste Jacques Sapir, et moi-même je présenterai, ça ne va pas être une conférence débat traditionnelle, ça va être mes invités, comme je vous montrais, c'est-à-dire on les a invités, ils viennent pas, on prend alors leur déclaration en vidéo et je leur réponds et je débat avec eux sur base de nos enquêtes dans le livre La guerre des images et sur base d'autres vidéos, d'images qui ont été cachées. Donc je crois que ça va être une séance assez chouette. On se retrouvera après pour tous ceux qui veulent faire des choses. Aidez-nous à mobiliser pour la conférence de Charleroi, pour la conférence de Liège, pour celle de Genève. Il y a d'autres conférences qui sont en train de se mettre en place à Marseille et à Lille. Abonnez-vous à la newsletter d'investigation, comme ça vous allez voir toutes les infos sur les dates. Et puis, demandez à des associations de votre ville si elles sont d'accord d'organiser des débats. Ma préférence va à des débats contradictoires. Invitez qui vous voulez. Des partisans de l'OTAN, des gens de gauche qui critiquent la Russie, j'ai pas de problème avec ça. Invitez qui vous voulez, qu'on apprenne justement ensemble à trier le vrai du faux, à se méfier des images, à se méfier des manipulations. Voilà l'appel que je voudrais lancer. On va analyser les images, les causes de la guerre et les risques de prochaines guerres. Je suis convaincu que l'Ukraine n'est qu'un chapitre dans une guerre globale que les États-Unis déclenchent de façon désespérée pour maintenir leur suppression et changer, et refuser le monde multipolaire, refuser le changement du rapport de force. On va débattre de ça. Je crois qu'on ne s'en sortira qu'en faisant ensemble vraiment la bataille de l'information, la bataille pour imposer le débat. On aura des propositions très concrètes qui vont être faites dans les conférences auxquelles je vous invite. On va vous donner des nouvelles très rapidement pour les autres débats qu'on va mener. Je fais vraiment appel à vous. Je vais
vous rappeler, parce que je ne l'ai pas inscrite dans celle-ci, vous pouvez écrire à secrétariat@investigation.net, secrétariat@investigation.net. Vous pouvez écrire aussi à michel-midi@investigation.net. Vous pouvez écrire via le site internet, ça va être transmis. Proposez-nous toutes vos suggestions pour imposer les débats, parce qu'on va vraiment avoir besoin de vous, sinon ça en est fini de la liberté d'expression. Je vous remercie et à bientôt.